Au sud de Bruxelles, Uccle est une commune bien connue pour sa richesse. C'est dans ce quartier huppé que la famille Tshisekedi habite, derrière l'un de ses portails cachés des premiers regards. Le Congolais Jean-Pierre Mouteba vient ici pour la première fois de sa vie. À 65 ans, cet ancien salarié de la Gécamine, la gigantesque entreprise publique congolaise de gestion des mines, a décidé de poursuivre sa lutte contre la corruption en Belgique. Il a déposé plainte avec des ONG contre 9 membres de la famille du président de la RDC qui seraient co-auteurs et complices d'actes de corruption dans la région du Katanga. Chez nous en RDC, nous avons publié beaucoup de rapports sur cette question. Nous avons identifié les personnes qui sont en train de faire et où est-ce qu'ils le font, quels sont les biens qui sont détournés, quels sont les remblais et les gisements qui sont détournés, comment ils opèrent. Nous avons multiplié des rapports, nous avons rencontré les autorités sur place. Il y a même des ONG qui ont porté plainte auprès de la justice congolaise. Malheureusement, la justice n'a rien fait. Alors il espère en Belgique une justice indépendante. Il ne s'agit pas de poursuivre des gens pour les poursuivre, il s'agit plutôt d'une certaine orthodoxie, d'une certaine transparence pour qu'on sache qu'est-ce que les gens ont fait. Il s'appuie sur les travaux préalables des ONG congolaises et sur la nationalité belge des accusés dont les noms sont réservés à la justice. Plusieurs membres de la famille présidentielle ont la nationalité belge. Il peut y avoir une responsabilité pénale pour des personnes de nationalité belge qui posent des actes tels que des actes de corruption ou des actes de blanchiment, indépendamment du lieu où l'activité délinquante a lieu. Pour lui, cette corruption présumée toucherait directement aux richesses minières de RDC. En fait, le Katanga a des ressources parmi les plus belles et les plus impressionnantes de la planète. Aujourd'hui, Lubumbashi devrait être construite comme Dubaï, comme Doha. Et le paradoxe de la situation, c'est que ces milliards, parce qu'on parle bien en termes de milliards, ces milliards de dollars disparaissent dans des mains sans qu'il n'y ait de bien-être économique, social, pour les millions de Congolais qui y ont droit. La famille Tshisekedi a réagi. Jacques, le frère cadet du président, a mandaté un ténor du barreau belge pour s'exprimer au nom de la famille. Sur un dossier politique, selon lui, est bien trop flou pour être crédible. Je lis comme vous dans les médias que cette plainte mystérieuse concerne des personnes non nommées. Je lis que ça viserait la famille biologique de M. Tshisekedi ou la famille politique. Mais qui sont les personnes qui sont visées? Les plaignants ne nous le communiquent pas, en tous les cas dans la presse. Donc c'est un mystère assez précieux. Ce sont des accusations qui sont non fondées, qui sont contestées, et nous verrons sur pièce que les pièces soient soumises à la contradiction, et nous verrons quelle sera la vérité qui va triompher. À Kinshasa, la direction juridique de l'UDPS, le parti au pouvoir, prend elle aussi fait et cause pour la famille du président. Nous trouvons la plainte très étrange parce qu'elle stigmatise un groupe d'individus par rapport à leur appartenance politique et ou à la famille biologique du chef de l'État. Ce n'est pas dans une démarche pareille qu'on pourrait rechercher la justice. La plainte serait étayée par 80 pages de documents. Elle a été déposée à la procureure fédérale belge Anne Fransen, qui doit décider ou non de donner suite juridique au dossier. Un dossier qui s'appuie sur l'idée de prédation des richesses de la région du Katanga, le cœur minier de la RDC. En temps normal, ce sable aurifère permet à Hubert Biamanine de gagner sa vie. Mais cette fois, il a bien failli la lui coûter. Samedi soir, ce mineur était sur le site artisanal de Lomera lorsque l'accident s'est produit. Je travaillais dans le puits quand il a commencé à trembler. On était nombreux, parce qu'il y a plusieurs sites de forage. Il pleuvait beaucoup. Vers 1 h du matin, le puits s'est effondré. Ceux qui se trouvaient en haut ont crié. Nous sommes passés par une ouverture qui donnait sur un autre puits. Et 4 d'entre nous ont pu sortir de cette manière, grâce à Dieu. Dans la panique, il a heurté des pierres et s'est blessé au visage. Je me suis aussi blessé au genou en tombant et ma hanche me fait encore mal.
Je dois l'amasser maintenant. Mais Dieu m'a aidé. Je prie pour qu'ils accueillent les âmes de mes collègues qui n'ont pas survécu. Aucun bilan humain n'a encore été communiqué, mais des dizaines de personnes pourraient être piégées sous la mine selon des sources locales. Des opérations de sauvetage sont en cours sur le site, connu pour ses conditions de travail précaires. Mes amis étaient dans le puits depuis samedi soir. Dimanche matin, nous avons appris que le puits s'était effondré. Nous avons essayé de les retrouver, mais ils ne sont jamais revenus à l'endroit où nous dormons. Ils étaient 3 et nous ne savons toujours pas si nous les reverrons. Avec les foreurs et les pelleteurs, il y a des puits dans lesquels 30 personnes peuvent entrer. Les activités aurifères sont suspendues jusqu'à jeudi. L'accident survient alors que l'Omera est déjà en proie à d'autres difficultés. Selon Médecins sans frontières, au moins 600 cas de choléra y ont été découverts depuis mai. En Guinée, les ministres sont en tournée à travers le pays. Ce lundi, pas moins de 4 représentants du gouvernement étaient à l'Abbé, capitale régionale de la Moyenne Guinée. Avec un objectif, expliquer et faire la promotion du projet de constitution. Il sera soumis à référendum en septembre. Quand vous êtes élu, par exemple, pour 5 ans, vous gouvernez peut-être 3 ans. Les 2 années qui restent, vous commencez à préparer la prochaine élection. Donc, en fait, vous n'avez pas le temps matériel nécessaire pour déployer votre véritable gouvernance et donc pour poser des actes qui vont améliorer le quotidien de vos concitoyens. 7 ans permet d'avoir un peu plus de recul. Outre le passage de 5 à 7 ans du mandat présidentiel, le projet prévoit un parlement à 2 chambres, des langues nationales qui deviennent officielles et une éducation gratuite et obligatoire jusqu'à 17 ans. Mais l'opposition réunie au sein des FVG, les Forces vives de Guinée, rejette ce texte. Elle regrette en particulier que l'article 46 de la Charte de la transition ne soit pas repris dans le projet de constitution. Celui-ci interdit aux membres du gouvernement de faire acte de candidature. Aujourd'hui, nous avons voulu que cet article soit reconduit. Nous appelons une fois encore et insistons là-dessus. Pour promouvoir la paix, il faut promouvoir le dialogue. Donc nous attendons des autorités la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif pour discuter de la conduite de la transition. De son côté, le président du CNT, l'organe parlementaire de la transition qui a piloté les travaux de rédaction du projet, défend son texte. Pour lui, il est innovant et protecteur. C'est une constitution qui est verrouillée, dont l'esprit et la lettre sont verrouillés. À côté de l'hégémonie présidentielle, nous avons redistribué les cartes. Ça veut dire quoi? Il y a une sorte de péréquation aujourd'hui. Il y a un équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Depuis le coup d'État de septembre 2021, la Guinée est dirigée par un militaire, le général Mamadi Doumbouya, président de la transition. Celui-ci a affirmé dans le passé ne pas vouloir se présenter à une présidentielle. Mais ces derniers mois, plusieurs personnalités ont fait part de leur soutien à une telle candidature. Après 2 semaines de polémique, Awa Dondmelo, l'un des vice-présidents du PPACI, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle dans une interview à Jeune Afrique. Contacté, il évoque une candidature de précaution et se dit prêt à joindre l'acte à la parole. Mais Awa Dondmelo souhaite d'abord un débat interne au sein du parti avant de prendre sa décision finale. Au début du mois, il avait déjà écrit à Laurent Gbagbo demandant que d'autres candidatures soient autorisées au sein du PPACI afin d'éviter la politique de la chaise vide. Nous avons joint le secrétaire général du PPACI qui dit vouloir rencontrer Awa Dondmelo avant toute réaction, mais il rappelle que Laurent Gbagbo est le candidat officiel du parti choisi lors d'une convention. Il y a 10 jours déjà, le PPACI avait rappelé qu'il n'y avait pas de plan B ni plan de précaution. Pour rappel, Laurent Gbagbo est inéligible car il est absent des listes électorales, tout comme lors de la dernière élection présidentielle en 2020, car l'ancien président a été condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite du casse de la BCEAO, alors qu'il était à ce moment-là incarcéré à la Cour pénale internationale.